Donc nous allons démarrer. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, nous reprenons nos travaux avec une table ronde que nous avons souhaitée autour des accompagnants de personnes en fin de vie. Et pour ce faire, nous avons invité trois associations particulièrement impliquées sur cet accompagnement des malades en fin de vie, les associations Être là, Jusqu'à la mort accompagner la vie, la Jalmalve, et l'association des petits frères des pauvres. Alors je vais vous souhaiter, madame et messieurs, la bienvenue à l'Assemblée nationale au nom de mes collègues de la mission parlementaire d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, pour présenter très rapidement vos associations. Donc l'association Être là a été créée en 1984. C'est un mouvement de bénévoles dédié à l'accompagnement et au bien-être des personnes malades ou en fin de vie à l'hôpital, dans les unités de soins palliatifs, dans les EHPAD ou à domicile. Votre mouvement rassemble aujourd'hui 46 associations, soit environ 1300 bénévoles, qui apportent chaque année leur présence, leur écoute et le réconfort à plus de 15 000 personnes. Votre action prend place à travers 10 régions, 40 départements et 2 collectivités d'outre-mer, ainsi qu'à distance, puisque vous avez une formation en ligne qui s'appelle « Se former aux soins palliatifs », qui a été proposée pour la 3e fois, par exemple, le 17 octobre 2022. Pardonnez-moi. Votre association, donc Être là, est représentée par Madame Françoise Desvaux. Vous êtes secrétaire générale d'Être là Grand Paris depuis 2019 et vous êtes bénévole d'accompagnement depuis 2002. Et vous êtes représenté également par Monsieur Thierry Pro. Vous êtes administrateur et délégué régional d'Être là Grand Est. Nous accueillons aussi la Fédération Jalmalve. C'est un mouvement créé à Grenoble en 1983 en réaction aux conditions de vie jugées souvent inhumaines dans les années 80. Votre association vise à permettre un changement des mentalités et le regard de la société sur la mort, la vieillesse et le deuil. Vous êtes aujourd'hui une fédération rassemblant près de 80 associations qui forment des équipes de bénévoles intervenant auprès de personnes gravement malades et ou en fin de vie. Dans l'ensemble des régions métropolitaines, votre association a également cofondé en 1990 la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et cofondé l'European Association for Palliative Care. Et vous êtes, la Jalmalve est représentée par son président, Monsieur Olivier de Margerie. Vous êtes président de la fédération et vous êtes membre de la Jalmalve Orléans. Et enfin, l'association Petits Frères des Pauvres. Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres mènent des actions contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, et en particulier auprès des plus démunies d'entre elles. Votre association vise avant tout à créer du lien entre les personnes âgées et le monde qui les entoure, à mobiliser et soutenir les entourages et transmettre les pratiques. Vous êtes présent dans 12 régions de France et vous comptez plus de 380 équipes d'action. Et celle-ci réalise en particulier des visites aux personnes malades et en fin de vie avec des bénévoles formés à ces enjeux spécifiques. Elle comporte des bénévoles en soins palliatifs à Nantes, à Paris, en Île-de-France, notamment, qui interviennent tant là aussi à domicile qu'en EHPAD, à l'hôpital, en USP ou en milieu hospitalier pénitentiaire. Et donc j'accueille Boris Venon, qui est le coordinateur des instances et du contrôle interne, et Yann Lanier, qui est délégué général depuis 2020, et vous avez été précédemment membre du CESE. Vous avez présidé la chaire à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, en économie sociale et solidaire, et vous avez été secrétaire général de la fédération Léo Lagrange. Voilà. Cette présentation étant faite, nous allons procéder comme habituellement dans le cadre de cette mission parlementaire. Nous allons donner la parole à chacune de vos 3 associations et ensuite mes collègues et moi-même, nous vous poserons évidemment un certain nombre de questions. Donc, madame,
Si vous voulez bien commencer pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Merci à vous. Bon, donc notre association a été correctement présentée. Je suis secrétaire générale d'Être là Grand Paris, mais également de la fédération Être là. Alors, pour l'évaluation de la loi Claeys-Leonetti, ce que nous constatons, nous, partout sur le territoire, c'est que la loi n'est pas appliquée. En effet, chaque année, la France compte près de 660 000 décès, dont 300 000 environ auraient besoin à différents niveaux de soins palliatifs, c'est-à-dire d'une prise en charge spécialisée, attentive à leur confort et au soulagement de leurs symptômes, et à peine 40% d'entre eux en bénéficient à l'heure actuelle, c'est-à-dire que presque 2/3 des patients qui en auraient besoin ne peuvent pas bénéficier de soins palliatifs, malgré la loi de 99 instaurant l'accès aux soins palliatifs pour toutes les personnes dont l'état de santé le requiert. Pour ce qui concerne la loi Claeys-Leonetti, qui a encadré la pratique de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, cette sédation est souvent mal comprise, trop souvent encore mal connue par le grand public, mais également par des médecins et des soignants, et donc insuffisamment appliquée. Cette option thérapeutique permet pourtant de répondre à de nombreuses situations complexes. Cette non-application, elle résulte de plusieurs facteurs que nous avons pu constater. Tout d'abord, la loi est mal connue et mal comprise, à la fois des malades, des familles, mais également des soignants. L'offre et la qualité des soins palliatifs se dégradent. On constate ça dans les services dans lesquels on accompagne depuis une dizaine d'années. Par exemple, il y a beaucoup de lits, par exemple, dans les USP qui ferment. Récemment, à Villejuif, l'unité de soins palliatifs historique de l'AP-HP de 10 lits a fermé complètement. Il y a des lits qui ferment très régulièrement pendant les vacances, par exemple, par manque de personnel. Il existe des équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements, mais elles sont très peu sollicitées par les services, donc les soins palliatifs ne sont pas appliqués. Il y a un manque flagrant de soignants et les séjours sont de plus en plus courts, les malades étant pris en charge trop tard, ce qui ne permet pas un accompagnement. Lorsque j'ai commencé les accompagnements en 2002, la durée moyenne de séjour était de 31 jours. Elle est actuellement de 6 jours. Les malades arrivent parfois vraiment dans les dernières heures de vie et donc les soins palliatifs ne peuvent pas être appliqués. Il y a également un manque de formation aux soins palliatifs de très nombreux soignants, en particulier dans les EHPAD, en médecine de ville. Et cela entraîne des difficultés, qui plus est lorsque le personnel manque et que le turnover dans les établissements est élevé. En France, la médecine oublie scandaleusement les soins palliatifs et ne leur adresse que le malade que dans les tout derniers jours, voire les dernières heures. Les soins palliatifs sont souvent relégués à la gestion de la mort alors qu'ils devraient être intégrés au protocole de soins. Ceux-ci se retrouvent à l'université où la médecine est très technique et les soins palliatifs sont encore très peu enseignés. Pour un étudiant français en médecine, aujourd'hui, la mort n'existe pas. Le nombre croissant de personnes proches, aidants, qui ne savent pas à qui s'adresser, ni où s'informer sur les questions de fin de vie, d'accès aux soins palliatifs et de direction de directives anticipées. On reçoit très souvent des appels de familles qui sont désespérés, qui ne savent pas quoi faire, qui nous demandent conseil pour savoir comment faire pour que leurs proches puissent accéder à des soins palliatifs. Et vraiment, ils se sentent abandonnés, quoi. En soins palliatifs, ce dont nous pouvons témoigner, c'est que les patients, dans la très grande majorité des cas, ne souhaitent que deux choses, c'est ne pas souffrir et ne pas être abandonnés. Lorsqu'ils sont soulagés de leur souffrance physique et lorsqu'ils sont accompagnés, écoutés, ils ne demandent pas à mourir. Quant à nos aînés en EHPAD, les soins palliatifs, ils sont presque inexistants, les équipes mobiles n'étant presque jamais sollicitées et le personnel non fermé. Ce à quoi nos bénévoles sont réellement confrontés de la part des patients et des familles, c'est la crainte de la souffrance et de l'isolement, le sentiment d'être sans solution ou perdu lorsque les soins curatifs ne sont plus possibles et les soins palliatifs pas accessibles.
alors que nous pouvons constater l'impact positif de l'accompagnement et des soins palliatifs dès lors qu'ils sont bien mis en place. Et cela change radicalement et positivement le vécu des patients et des familles confrontés à la fin de vie et à la maladie grave. Une question nous avait été posée particulièrement, si notre association rencontrait des freins à son développement. En fait, le bénévolat d'accompagnement est très peu connu. Du grand public, certes, mais également des soignants. Généralement, quand on va accompagner dans un établissement, lorsqu'il y a un turnover de soignants, ils nous demandent ce qu'on fait là, quel est notre bénévolat. Personne ne connaît notre bénévolat. Alors que notre présence en qualité de partenaire des équipes soignantes est encadrée par la loi, qui nous contraint à sélectionner, former, encadrer et soutenir nos bénévoles. Nous recevons très peu de soutien financier. Nous sommes financés uniquement pour la formation de nos bénévoles à hauteur de 40 à 50%. Pour le reste, pour mener à bien nos projets, pour recruter nos bénévoles, etc., nous devons faire appel à la générosité du public. Il n'existe aucun levier de développement national ou public. Nos associations sont également en souffrance alors que nous sommes prêts à faire beaucoup plus pour accompagner les malades et leurs familles en complémentarité, en partenariat avec les équipes soignantes dans un cadre structuré. Les équipes soignantes nous demandent de plus en plus d'intervenir à domicile, en EHPAD. Pour cela, il faut faire connaître l'existence des bénévoles auprès du public et nous aider à les former et à les recruter. Alors, nous pouvons avoir quelques propositions à notre niveau. C'est une campagne nationale pour faire connaître et développer notre bénévolat, alors même que les besoins de la population augmentent, que les professionnels soignants nous sollicitent de façon croissante et que le développement des soins palliatifs précoces et à domicile sont un enjeu essentiel. Un appel à projet ou manifestation d'intérêt pour les associations en capacité de changer d'échelle, parce que nous sommes arrivés à un stade où nous sommes que des bénévoles et malheureusement pour faire grandir les associations et pour être plus nombreux, nous sommes arrivés à un seuil où il faut se professionnaliser et malheureusement, on n'est pas aidé pour ça. On propose également la création de tiers-lieux de la fin de vie pouvant accueillir, informer, accompagner, orienter les patients, les aidants et le grand public. Nos associations sont prêtes à se lancer dans cette initiative et à participer à l'animation de tels lieux en fédérant des acteurs de fin de vie à l'échelle de leur territoire. Et enfin, confier aux associations d'accompagnement de nouvelles missions, par exemple officialiser leur rôle dans les EHPAD et les services de gériatrie et gérontologie, comme c'est le cas pour les soins palliatifs, officialiser leur rôle d'accompagnement de personnes à domicile lorsqu'elles ne sont pas suivies par une EHAD ou un réseau de soins, pouvoir signer une convention avec le médecin traitant ou avec la famille, et confier aux associations un rôle dans les discussions et les réflexions anticipées autour de la fin de vie en lien avec les soignants, par exemple pour ce qui concerne les rédactions des directives anticipées et la désignation de la personne de confiance. Merci Madame. Je vais donner la parole à Monsieur de Margerie pour Jalmave. Des deux boutons, ça marche beaucoup mieux avec un des deux boutons. Merci et bonjour à chacune des personnes qui est là. Je rajoute une information sur la Fédération Jalmave, c'est nos un peu plus 1500 bénévoles assurent 60 000 moments de présence et d'écoute auprès de citoyens dans des hôpitaux, dans des EHPAD ou à domicile, moins à domicile, j'y reviendrai. 60 000 est un chiffre qu'on peut mettre en rapport avec les 680 000 que nommait Françoise Desvaux. Je vais apporter 2-3 points en partant d'un peu plus loin et pas directement de points sur l'évaluation de la loi Claeys-Leonetti, mais qui sont liés, les points par lesquels je commence vont être liés quelque part à un débat qui existe actuellement sur faut-il faire évoluer les lois. J'ai envie de dire là-dessus très rapidement qu'il me semble qu'il y a en France aujourd'hui 2 débats qui sont voisins, mais qui ne sont pas vraiment cousins. Pour les résumer très vite, il y a un débat pour savoir si auprès des malades qui sont dans des fins de maladie, qui vont sûrement et avec souffrance et douleur les amener vers une fin qu'on voit très bien venir, typiquement les maladies neurodégénératives dans leur phase finale. Est-ce qu'il faut trouver là une solution qui puisse permettre à des personnes de choisir effectivement de mourir avant que ça soit la fin de leur maladie qui ne l'ait? C'est un débat, il est médical, il est essentiellement médical, il concerne beaucoup le code de la santé vraisemblablement. Et il y a un autre
autre débat qui est voisin, mais qui n'est vraiment pas cousin, qui est le débat beaucoup plus simple par certains côtés, beaucoup plus véhément, qui est celui des personnes qui préfèrent plutôt mourir que dépérir et qui, n'étant pas forcément malades, elles peuvent l'être, mais aussi des personnes plus jeunes, souhaiteraient que la société leur donne une possibilité de choisir effectivement de mettre fin à leur existence avant, et ceci d'une façon, on va dire, j'allais dire confortable, pas vraiment, mais sans rajouter des douleurs à la souffrance que ça peut vouloir dire. Et c'est un débat, pour le coup, qui est un débat de société et qui renvoie au choix que la France peut faire de dire quelle est quelque part la position de notre pays par rapport au suicide de tout citoyen. Et il n'a pas grand-chose à voir avec le débat. Je suis frappé dans les débats publics, parce que je vais beaucoup dans des débats publics, dans des mairies, dans la rue, enfin, dans des circonstances. Ce qui sort de la façon la plus véhémente de monsieur et madame tout le monde que vous croisez au coin de la rue, c'est, comme l'a dit Françoise Deveau, j'ai aucune envie de mourir. Je voudrais effectivement pouvoir choisir de mourir avant d'être dans une déchéance telle que ma vie ne vaille plus le coup. Et ces gens-là le disent avec une sincérité et une force évidente. Et c'est ma pratique des débats, je trouve aussi avec une absence très profonde de conscience collective de ce qu'ils demandent. C'est très authentique pour eux, mais ils ne prennent pas du tout la question de dire qu'est-ce que ça voudrait dire que la société française se dote d'une loi, d'une autorisation, d'une dépénalisation, que sais-je, qui permettent que ce soit quelque chose de collectif. Et voilà, je voulais juste dire ça. Il y a sûrement beaucoup à dire, ça rejoint vraisemblablement les débats en cours. Sur un aspect de la loi Claes-Leonetti, je voudrais faire un petit focus sur une chose qui est pour des personnes en fin de vie, typiquement dans des maladies neurodégénératives, nous accompagnons, nous, Jalmal, des personnes qui font, dans ce cas, le choix de pouvoir continuer à vivre parce qu'ils sont bien pris en charge et que, quelque part, des soins palliatifs leur permettent de voir encore de la vie avec de la qualité de vie devant eux. Et ils sont aussi accompagnés. Et nous avons des bénévoles de Jalmal qui accompagnent des personnes qui ont une maladie de Charcot plus ou moins avancée, voire très avancée, ou, je ne sais pas quoi, une sclérose en plaques en fin de parcours, voilà. Ils existent, et il y en a d'autres qui choisissent effectivement de dire je préférais, alors aujourd'hui, aller en Belgique ou aller en Suisse, où j'aimerais que la France me donne une possibilité de choisir et de disparaître avant ses fins. Je voulais juste témoigner qu'il y a les deux, et que dans les cas, il y a une question de choix individuel à situation comparable. Voilà, je veux dire à situation inhumaine assez comparable. Et oui, voilà, je vais juste dire ça. Si, je vais quand même ajouter qu'il y a une petite étude qui est parue il y a 2 ans, qui est une étude faite auprès de médecins et qui montre qu'il y a une certaine difficulté pour les médecins à prendre en charge ce type de maladie parce que quelque part, c'est des maladies un peu désespérées et que leur souhait de guérir est immédiatement contré avec le fait qu'ils ne pourront pas guérir. Et donc, il y a une certaine restriction de l'offre et c'est un aspect particulier. Françoise Deveau a dit des choses. Je souscris complètement sur l'insuffisance de l'offre de soins palliatifs, mais sur ce point assez particulier, il y a cette difficulté. Quelquefois, les gens ne veulent pas y aller, et du coup, il n'y a pas de prise en charge médicale à la hauteur de ce qui est attendu. Sur la loi Claes-Leonetti, je voudrais appuyer sur un point. Je souscris complètement à ce qu'a dit effectivement Françoise Deveau, mais je voudrais insister sur un point pour dire à quel point cette loi de 2016, mais aussi la loi de 2005 qui est en amont et même la loi de 1999 sont des lois qui demandent en fait une évolution culturelle des médecins, des soignants, mais aussi du français lambda quand il est en bonne santé ou quand il va être malade, et que cette évolution culturelle est extrêmement longue à produire. Il y a en gros des lois qui ont 15 ans, qui ont 5 ans. Il y a eu des campagnes d'information descendantes pour expliquer les lois, expliquer les différents dispositifs, etc. La personne de confiance, les directives anticipées, tout ça, vous connaissez ça très bien. Nous sommes frappés, nous, sur le terrain, parce c'est nos 60 moments de présence auprès des malades et aussi de leurs familles qui sont souvent à côté, que c'est très très peu de gens comprennent de quoi il s'agit et au fond, très peu de gens ont compris qu'ils avaient une responsabilité en tant que citoyens malades pour participer aux meilleures décisions avec les médecins. Et voilà, ce rééquilibrage de la responsabilité vers les patients et aussi vers leurs familles, il est très long à produire. Je voudrais donner 3 exemples de ça.
On a mis au point un jeu qui s'appelle À vos souhaits. C'est un jeu de cartes dans lequel il y a 42 propositions sur ce qu'on pourrait souhaiter pour sa fin de vie. Quand on le distribue aux gens pour qu'ils réfléchissent, il est extrêmement actif et c'est quelque chose de très heureux en amont, par exemple, de directives anticipées. Parce que les gens peuvent réfléchir, dire cette carte, ça me parle, cette carte, ça ne me parle pas du tout, c'est pas mon histoire. Ça, c'est important pour moi. Et on voit que ça permet d'en parler avec soi-même. Ça permet d'en parler avec son conjoint, un proche, sa famille. Ça permet d'en parler aussi avec le médecin. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tellement que ce soit la forme d'un jeu, c'est que c'est quelque chose qui met en activité de façon horizontale les gens entre eux, et ce sont eux qui vont être concernés par la fin de vie. En ce sens-là, ils complètent beaucoup ce qui a été fait par la nation, qui sont des grandes campagnes d'information descendantes. C'est pas si facile de dire qu'est-ce qui est important pour moi en fin de vie avant d'écrire ces directives anticipées. C'est un exercice de culture. Jeanne Malve est aussi présent auprès d'enfants dans des écoles pour répondre aux questions que les enfants ont sur la mort. La seule chose intéressante dans ce que nous faisons là, c'est d'aller vers des enfants. Ils ont des questions parce qu'ils ont perdu un grand-père, ils ont perdu un copain de classe ou un cousin. Bon. Ils ont des questions et il se trouve qu'aujourd'hui, dans la société française, les familles, c'est pas énorme pour en réfléchir. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits. Je le prends comme exemple du complémentaire de ce qui était information descendante pour dire qu'il y a un travail culturel, d'appropriation, de compréhension de quoi il s'agit. Et ça, c'est du travail horizontal, c'est du travail de proximité. Et il faut le faire, et c'est extrêmement coûteux. Je pense que nous en avons pour une génération entière, pour que l'esprit des lois 99, 2005 et 2016, de ce point de vue-là, passe dans les esprits de tout le monde. Et je pense qu'il faut bien sûr s'intéresser aux soignants. Ils ne sont pas tous au niveau, mais c'est les familles. Et lorsque quelqu'un est en fin de vie, c'est le patient lui-même, mais son proche, il est très... Voilà. Je ne voulais pas dire beaucoup plus de choses pour ne pas manger trop de temps. Voilà, je voulais dire une chose banale que vous connaissez tous, mais je crois que ça mérite d'être dit, qui est, en jouant sur la proportion qui a été utilisée par les fervents partisans du fait qu'il faut légaliser l'aide à mourir, le fait de dire que 90, 94, enfin voilà, % des Français sont en faveur d'une aide active à mourir ou de l'euthanasie. Quand on s'approche du moment où les gens sont malades, deviennent vulnérables, c'est leur affaire qui se joue, on voit que la proportion s'inverse et on peut témoigner, nous, à travers nos accompagnements. Nous ne sommes pas des soignants, mais nous sommes proches de gens en fin de vie, dans les EHPAD où, on va dire, leur mort n'est pas tout de suite là, mais quand même, dans des unités de soins palliatifs, dans des services curatifs, on voit que la proportion des gens qui maintiennent un désir d'en finir est extrêmement faible et qu'avant, il y a eu des allers et des retours de personnes qui, un jour, vous disent « j'en peux plus, j'aimerais qu'on fasse la piqûre, je n'en peux plus » et qui, une semaine plus tard, disent autre chose parce qu'il y a eu une visite, parce qu'il y a eu une meilleure prise en charge de la douleur, etc. Donc, la question d'avoir envie de mourir, elle est extrêmement banale à ces moments-là. Dire que la réponse, c'est qu'on est pour l'euthanasie ou un suicide assisté est un raccourci tout à fait choquant. Et de ce point de vue-là, nombre de personnes qui ont été assez militantes de ces causes se retrouvent parfois, quand c'est elles, être effectivement dans une position différente et demander à ce que leur vie continue. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, j'ai bien d'autres choses à dire par rapport à ce que le terrain peut nous apprendre, mais ça sera en réponse à vos questions. Merci, monsieur. Je vais donner la parole à monsieur Lanier pour les petits frères des pauvres. Merci, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. J'excuse tout d'abord le président des Petits Frères des Pauvres qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui ne pourra pas être des nôtres. Je ne vais pas revenir sur la présentation de l'association que vous avez faite, monsieur le président, elle est parfaite. Donc, vous dire peut-être merci de votre invitation tout d'abord, et puis si nous sommes à vos côtés pour réfléchir avec vous aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout, vous l'avez dit, parce que l'association des Petits Frères des Pauvres a un objet social identifié et central qui est la lutte contre l'isolement social. Juste quelques chiffres pour vous rappeler ce qu'est la situation de l'isolement social des personnes âgées dans notre pays, des personnes âgées de plus de 60 ans. Le baromètre des Petits Frères des Pauvres fait référence maintenant dans le domaine. C'est 530 000 personnes en situation de mort sociale, l'équivalent d'une ville de la taille de Lyon.
c'est-à-dire coupées des 4 cercles principaux de sociabilité et au moins 2 millions de personnes coupées d'au moins 2 de ces 4 cercles de sociabilité, dont on peut considérer qu'elles vivent le grand isolement social. C'est pour nous 15 000 bénévoles qui interviennent auprès d'une trentaine de milliers de personnes que nous accompagnons dans la durée. Alors ça peut durer parfois très longtemps, ce n'est pas forcément les mêmes bénévoles, mais ça veut dire que quand on prend en charge autant de personnes, nos bénévoles sont confrontés au décès, à la mort d'un millier de personnes par an. Et puis parmi les équipes, vous avez cité les 360 équipes des Petits Frères des Pauvres qui interviennent sur l'ensemble du territoire. Nous avons des équipes dites spécifiques. Alors nous occupons de grandes précarités, mais aussi de personnes en fin de vie, à domicile, dans des EHPAD, dans des unités de soins palliatifs. Et ces équipes fin de vie, accompagnement des malades en fin de vie, prennent en charge 2000 personnes par an, 1000 en unité de soins palliatifs, un peu moins de 200 dans les EHPAD, j'aurai l'occasion d'y revenir, il y a un sujet là-dessus, et puis des personnes qui, du fait de leur état de santé, sont à domicile. Alors, on s'est livré, parce qu'au début de la Convention citoyenne, sur un sujet, vous avez raison, monsieur de Margerie, de le rappeler, qui est voisin et pas cousin, enfin, j'aime bien votre formule, nous avons fait un petit sondage. Alors, l'échantillon n'est pas scientifique, n'est pas forcément représentatif, en proposant aux personnes que nous accompagnons de parler de ces sujets-là, puisque moi je constate que quand, tant du côté des bénévoles que du côté des personnes accompagnées, on libère la parole, comme sur plein d'autres sujets, qu'on la rend légitime, les personnes sont heureuses et intéressées d'aborder ce sujet-là. Donc, on va sortir un petit document dans les semaines à venir là-dessus, sur les 120 personnes que nous avons interrogées sur les mois de décembre et janvier, c'est tout récent, qui ont répondu à ce questionnaire, âgés entre 50 et 97 ans, parce que 50, ça peut vous paraître particulier, mais aux Petits Frères des Pauvres, notamment dans le champ de la grande précarité, c'est notre barrière d'âge, c'est-à-dire nous prenons en charge les gens à partir de 50 ans. Parmi les questions posées, le premier volet de questions, c'était « Savez-vous ce qui existe dans notre pays en matière de fin de vie ?» 65% des répondants ne connaissent pas la loi Claes-Leonetti. Alors encore une fois, je mets toutes les précautions d'usage. L'échantillon n'est pas représentatif, mais je trouve qu'il est quand même assez indicatif. Et parmi les 33% de personnes qui disaient connaître cette loi, le niveau de connaissance était très approximatif, voire totalement parcellaire. 59% des répondants ne savaient pas ce qu'étaient des directives anticipées. Et sur les 41% qui disaient savoir ce qu'étaient des directives anticipées, là aussi, le niveau de confusion était assez élevé entre les dernières volontés, les questions qui relevaient plutôt de la transmission du patrimoine et l'organisation même des obsèques. Voilà, donc on était là aussi on est sur quelque chose qui nous permettra à un moment mais les autres interlocuteurs l'ont fait avant moi, de considérer qu'il y a un gros travail de promotion du contenu de cette loi. Et puis enfin, 49% des répondants disaient ne pas avoir désigné de personne de confiance. Et pour les 49% qui indiquaient l'avoir fait, il n'y avait pas de certitude que la personne ait été désignée selon le dispositif en cours. Donc par écrit, avec la signature de la personne désignée sur le document la désignant. Voilà, certaines personnes nous ont clairement indiqué qu'elles ne l'avaient pas fait par écrit. Alors encore une fois, toutes les proportions par rapport à ces chiffres sur l'échantillon, mais on en tire, nous, quand même, un certain nombre de messages qu'on souhaitait vous transmettre. Informer les citoyens de ce pays sur la loi Claes-Leonetti nous paraît vraiment quelque chose d'important, enfin un dispositif vraiment développé, parce que on voit le trou dans la raquette sur cette question-là. Là aussi, la question de la culture palliative et du développement de la culture palliative, notamment dans les EHPAD,
notamment auprès, y compris des professionnels, et puis là aussi les trous dans la raquette sur selon l'endroit de France où vous résidez, vous avez des départements qui sont encore non pourvus de dispositifs fixes de soins palliatifs. Il y a des unités mobiles de soins palliatifs, mais les équipes fixes sont absentes du département. Donc là aussi, un investissement conséquent dans ce champ-là nous paraît nécessaire. Vous en avez parlé, Monsieur Margerie, on qualifie ça dans nos documents de non-linéarité de la volonté. Là aussi, la prise en charge de la douleur de la personne, sa prise en charge tout court, peut éteindre, diminuer, inverser le sentiment d'en finir vers plutôt une pulsion de vie nouvelle. Et donc ça, c'est à prendre en compte et c'est à matcher aussi avec un sous-diagnostic. On le voit beaucoup dans tous les types d'accompagnement qui sont faits par les petits frères des pauvres, un sous-diagnostic patent des états dépressifs chez les personnes âgées. Qui, là aussi, peut avoir des influences extrêmement conséquentes sur la volonté ou pas d'en finir, mais à un moment, on est obligé de lier ces questions-là. Donc, sur ce champ de l'évaluation de la loi Claes-Leonetti, c'est tout d'abord des dispositifs qui relèvent de l'information, de l'éducation. On organise, puisque vous faisiez, monsieur, référence à ce jeu. On organise dans les équipes, alors c'est le côté des fois un petit peu disruptif, voire parfois un peu provocateur des petits frères des pauvres, des apéros de la mort. Ça marche très bien. Avec des personnes qui sont soit confrontées, c'est le conjoint, ou soit ils sont dans une situation d'aidant, et avec aujourd'hui les institutions de retraite et prévoyance sont très très attentifs à ce que nous faisons là-dessus, parce que ça répond à un vrai besoin de libération de parole, de préparation, d'organisation, et il nous semble que ça procède aussi de la nécessité de développer ces dispositifs informatifs au sens large du terme. Alors je crois que ça viendra peut-être dans vos questions. Nous intervenons également, même si c'est aujourd'hui tout encore assez embryonnaire, en milieu carcéral, où ces questions-là s'invitent aussi derrière les barreaux, dans des unités de soins sécurisées. Nous avons des bénévoles donc on le fait notamment sur la prison de Fresnes. Là aussi, alors c'est un micro-sujet par rapport à l'immensité du sujet, mais la population détenue en France vieillit, et avec une prise en charge de l'âge en prison et de la fin de vie qui est encore totalement balbutiante et qui, là aussi, nécessitera certainement des adaptations. Voilà ce que je peux vous dire rapidement pour ne pas monopoliser la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Lanier. J'avais deux questions à vous poser en préambule. La première, vous avez évoqué évidemment toutes et tous la question des directives anticipées. Ce que l'on constate, alors vous évoquez la méconnaissance, ce que l'on constate, c'est le faible nombre de directives anticipées. Hein. On a un chiffre qui revient assez régulièrement, qui est on nous dit 18%, enfin bon, globalement entre 15 et 20%, ce qui est un nombre assez faible, malgré toutes les campagnes d'information qui ont été menées, hein, parce que c'est vrai que le Centre national soins palliatifs et de la fin de vie a mené des campagnes pour faire connaître ces directives anticipées. Donc ma première question, c'est au-delà de la pédagogie et de l'information, est-ce qu'il faut faire évoluer ces directives anticipées sur son statut, sur sa présentation, sur les modalités de rédaction éventuelles? Donc première question, faut-il faire évoluer ces directives anticipées? Et si oui, comment? Et puis deuxième question, comment renforcer le rôle de la personne de confiance, qui est une autre disposition importante de la loi Claes-Leonetti, qui avait vocation à renforcer le rôle
de la personne de confiance. Là aussi, le constat qu'on fait parfois, c'est que souvent, on demande à quelqu'un quelle est votre personne de confiance. Bon, la réflexion n'a pas forcément été toujours très anticipée, et quelque part, c'est plutôt le numéro de téléphone de la personne à qui prévenir quand on est hospitalisé après un accident. Bon, c'est pas personne de confiance, c'est autre chose, c'est bien au-delà. Donc, comment, d'abord, est-ce que réellement, dans les faits, la loi Claeys-Leonetti a renforcé le rôle de la personne de confiance, et comment renforcer ce rôle de la personne de confiance, et plus largement, comment le recueil des témoignages des proches fonctionne, puisque c'est aussi, dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti, il faut arriver à recueillir les témoignages des proches pour connaître les souhaits, la volonté du malade lorsqu'il ne peut plus s'exprimer. Voilà, donc quel est votre ressenti et votre expérience de ces deux dimensions qui sont directement en lien avec votre action? Alors, Monsieur Pro. Pour l'expérience que j'ai, moi j'ai une association à Strasbourg qui compte une centaine de bénévoles, et quand on accueille des personnes qui ont des renseignements sur la personne de confiance ou les directives anticipées, commençons par les directives anticipées. Le problème, c'est que la première question, c'est est-ce que ce que je marque va être respecté? Donc je pense déjà que sur le faible taux de rédaction, il y a un problème de confiance. Est-ce que le médecin va le respecter? Est-ce que l'équipe médicale va pouvoir s'en saisir? Où est-ce qu'on les trouve? Donc ça, c'est les premières questions. Après, je pense que si on fait la publicité de la personne des directives anticipées, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut accompagner les citoyens. Il faut qu'il y ait des lieux où ils peuvent venir en parler, parce que c'est à la fois un dispositif collectif, mais la finalité est individuelle. Et véritablement, à chaque fois que je reçois des gens qui viennent me parler, bien, on s'aperçoit qu'il faut élargir, voir un petit peu plus loin, que creuser un petit peu sur vraiment ce qu'elle souhaite en fin de vie. Et c'est pas si simple, parce qu'au bout d'une demi-heure, il y a une personne qui n'a qu'une idée, à la fin, elle repart avec une autre façon de penser, sans pour autant qu'on l'oriente. Mais par exemple, moi, dans la directive anticipée, je leur demande, par exemple, de les écrire au préalable, et on va retrouver dedans tout ce qui a lié aux obsèques, tout ce qui a lieu à la donation, et puis voilà, ça n'a rien à y faire. Et quand on se recentre véritablement sur les peurs qu'ont les personnes, donc les appréhensions qu'ils peuvent avoir, eh bien on arrive à accompagner ces personnes de manière beaucoup plus fine, sans les précéder, mais on peut les accompagner de manière beaucoup plus fine. En ce qui concerne la personne de confiance, alors moi j'ai été récemment à l'hôpital et on m'a demandé de mettre ma personne de confiance, mais c'était le numéro de téléphone, la personne a appelé si j'avais un problème. Donc en tant que citoyen, je me dis, mais finalement, cette personne de confiance ne sert à rien, puisque je n'ai qu'à mettre le numéro de ma compagne. Donc là-dessus, je crois que la médecine aussi a à prendre au sérieux ce qui est marqué dans la loi, et avoir un véritable entretien quand on rentre à l'hôpital ou quand on a des problèmes de santé, pour qu'on puisse parler de cette personne de confiance qui est vraiment une personne de confiance. Et là, c'est pareil, les associations peuvent avoir un rôle d'accompagnement sur la définition de ce que c'est qu'une personne de confiance. Une personne de confiance, c'est pas nécessairement son fils, pour X raisons, c'est pas forcément sa mère, sa sœur. Il y a des questions de responsabilité, il y a des questions de consentement que la loi, si on fait des conférences, ne va pas expliquer. Ça demande quelque chose de plus fin. Et le maillage territorial des associations permettrait ça, si on en était confié, on pourrait faire ce travail-là, sans empiéter sur la médecine, bien évidemment. Mais on pourrait finement amener les gens à réfléchir sur ces questions qui sont très importantes et qui sont, s'ils sont bien appliquées, c'est effectivement un élément de liberté pour les personnes. Voilà l'expérience que j'ai, moi, sur Strasbourg. Oh, je ne suis pas habitué, merci. Je dirais là-dessus, je souscris complètement à ce qui vient de dire. Je crois que directive anticipée est un nom à tomber à la renverse. En fait, c'est pas un nom facile, c'est pas un nom explicite. Il a été inventé, je pense que je vois d'où, mais je pense que c'est un nom à dégoûter pas mal des gens. Honnêtement, ça veut dire quoi, directive anticipée? Pour ceux qui savent, c'est clair. Pour ceux qui ne savent pas, or c'est celui-là qui nous intéresse, le citoyen
encore en bonne santé ou potentiellement malades, je pense que le nom est vraiment extrêmement malheureux. La deuxième chose, il faut accompagner cette réflexion pour écrire des directives anticipées, et ça, c'est une chose qui se passe en termes d'accompagnement, de proximité, et ça, les meilleures campagnes de communication descendante sont très pauvres par rapport à ça. Je suis complètement d'accord sur l'action de terrain. Les associations de Jalmal font des sessions de formation pour apprendre à des gens dans leur ville, là où elles sont, à comment on peut aider quelqu'un à rentrer dans la logique de je peux écrire des directives anticipées. Sur la personne de confiance, c'est la même chose, il faut le renforcer. Le mot n'est pas non plus très, très heureux. Personnellement, je ne trouve pas ça complètement limpide. Ça demande à être accompagné parce que la personne de confiance, il y a toutes les questions du choix de la personne de confiance, et j'ai trouvé beaucoup de gens désorientés en disant mais si je ne choisis pas mon fils ou mon conjoint, c'est que je me méfie d'eux, et donc c'est pas facile de choisir quelqu'un d'autre, parce que voilà, bon, c'est qu'en fait la personne de confiance, c'est quelqu'un avec lequel moi, si je suis dans cette situation-là, je vais dialoguer, je vais réfléchir, et qui sera effectivement en qui j'aurai confiance pour qu'elle puisse dire ce que je n'aurais pas pu dire autrement. Ça veut dire que moi-même, avant la personne de confiance avec laquelle je parle, je me préoccupe de la question de ma fin de vie, de ce que je peux souhaiter ou pas. Et ça, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le travail culturel auquel nous ne sommes pas prêts. Je crois que nos arrière-grands-pères se préparaient à mourir et avaient une position beaucoup plus claire par rapport à leur fin de vie. La difficulté de développer les personnes de confiance, c'est qu'il faut que j'accepte, moi-même, citoyen, que ça concerne, de rentrer en dialogue avec moi et avec cette personne pour qu'elle puisse devenir ma personne de confiance. Et c'est un travail où on part de loin. Voilà. Je voudrais pas aller plus long là-dessus. Donc oui, plus d'actions sur le terrain, on le fait, mais il faudrait en faire 10 fois plus. Et ça demande beaucoup de... C'est du personne par personne. On ne peut pas y aller en collectif. Ce jeu, Jalmal est assez content de l'avoir inventé. On l'a diffusé à 5000 exemplaires autour de nous. C'est minable par rapport à la population française. Pour une association, c'est pas si mal, mais c'est totalement pas à l'échelle de ce que ça peut permettre. Voilà, sur l'importance. Monsieur Venon. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques éléments pour répondre à votre question. Il est indéniable que les pouvoirs publics ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour tâcher de faire les efforts de pédagogie que nous appelons tous de nos voeux autour de cette table. Il suffit de taper sur Internet, voilà, directive anticipée, pour aller sur servicepublic.fr et trouver tout un tas de choses qui sont très bien documentées, très bien faites, mais on se heurte à plusieurs choses en termes d'accessibilité. D'une part, ces outils qui sont mis à disposition du public s'adressent à un public qui est assez peu réceptif au numérique. Il y a déjà cette première barrière-là. Quand vous allez consulter les documents, ils apparaissent d'une technicité qui peut rebuter la personne qui n'est pas familiarisée avec les concepts qui sont mobilisés. Une sédation profonde et continue, si ça n'est pas expliqué, or ça n'est pas expliqué sur les modèles DIP fournis par l'administration, si on ne sait pas ce que c'est, eh bien on ne peut pas répondre à la question qui est posée. Donc ce sont deux difficultés premières. Donc quand on n'est pas familiarisé avec ces concepts-là, quand on a des difficultés à accéder à ces outils parce qu'on n'est pas familiarisé avec le monde numérique, on se tourne généralement vers son professionnel de santé, qui est l'interlocuteur principal sur ce type de questions quand on a des questions à se poser. Or, là encore, il y a beaucoup d'efforts à faire pour promouvoir la formation des professionnels de santé et leur sensibilisation aux questions liées à la fin de vie, puisqu'on avait fait quelques recherches. Le gouvernement lui-même avouait que les médecins qui disposaient d'une compétence et d'une expérience en soins palliatifs, par exemple, parmi les praticiens hospitaliers, étaient à hauteur de 2% de la population considérée. En EHPAD, il n'y a que seulement 15% des médecins coordinateurs qui ont de leur côté une formation en soins palliatifs. Donc là encore, et alors sur la médecine de ville, moi j'ai pas trouvé de données, mais je pense qu'on est à peu près dans les mêmes proportions. Donc il y a voilà, aussi un effort à faire pour faire ces efforts de pédagogie aussi auprès des premières personnes que les personnes concernées vont aller consulter, à savoir les professionnels de santé. J'évoque en passant, mais vous êtes beaucoup plus au fait que nous de ces enjeux, les problèmes liés à la démographie médicale. Pour pouvoir parler de ces questions à un médecin, encore faut-il avoir un rendez-vous avec un médecin, voilà, ce qui n'est pas toujours facile dans certains territoires, et pas seulement dans la grande ruralité. Et puis, effectivement, je rejoins tout à fait ce que mes collègues ont pu dire autour de difficultés culturelles autour de cette démarche. Il y a un vrai accompagnement à imaginer qui est souvent fait par nos bénévoles, mais qui pourrait trouver d'autres modalités pour
amener la personne à remplir les formulaires, à écrire les directives anticipées, et puis surtout, effectivement, à faire ce lien avec la personne de confiance qui est, sur un plan émotionnel, je n'ai pas d'autre mot pour le dire, ça peut être une véritable épreuve individuelle à franchir que de parler de sa propre fin de vie avec des proches. Merci. Je vais donner la parole à nos deux co-rapporteurs. En premier lieu, Didier Martin. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, à titre personnel et à travers vous, je voudrais adresser toute ma reconnaissance, notre reconnaissance, pour les milliers de bénévoles que vous représentez ici et qui font ce travail si important, si profond, si humain, si utile aussi. Sur la question de la fin de vie en milieu carcéral, je crois que vous êtes le premier à nous en parler. Il serait intéressant que vous puissiez nous communiquer ce que vous avez comme synthèse de votre action par rapport à cette fin de vie en milieu carcéral. On entend souvent parler de détenus qui sortent parce que leur situation physique, santé s'est dégradée, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce que c'est que d'être malade longuement en milieu carcéral et comment ça se passe et comment aussi ces droits des humains sont mis en œuvre. Sur le jeu à vos souhaits, si vous voulez nous en offrir un exemplaire, ce serait vraiment utile. On découvrirait comment vous abordez très concrètement. Ça serait peut-être plus utile parfois que d'entendre. Ah, bah, c'est vraiment gentil, je vous remercie sincèrement. Je vais juste enlever le cellophane, mais il est à l'état neuf. À l'état neuf, d'accord. Merci beaucoup, je crois que ça va intéresser tout le monde. Moi, ma question, c'est à vous tous. Comment vos associations sont en capacité d'aider les pouvoirs publics à ce que les droits des patients en fin de vie deviennent une réalité, que ce soit les directives anticipées, la personne de confiance, les informations sur le refus des traitements et les informations sur la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, puisque c'est une spécificité de Claes-Leonetti. Comment vos associations peuvent aider les pouvoirs publics à ce que la connaissance, l'information, la compréhension et l'application de ces droits des patients deviennent une réalité? Est-ce que, très concrètement, vous avez dans votre demande de reconnaissance, d'officialisation, Madame, vous l'avez dit, Madame Devaux, ça, c'est à mettre sur la table quand on va faire notre rapport pour dire, ben voilà, il y a peut-être cette possibilité-là, et par rapport à tous ces décès où vous dites qu'il y aurait besoin et qu'il n'y a pas de besoin, voilà. Et puis deuxième question concerne le domicile, avec parfois le médecin traitant, l'infirmier, l'aide-soignant, etc. Domicile qui est aussi l'EHPAD, puisque les EHPAD sont des domiciles. Comment éviter, améliorer cette prise en charge. Nous, on a appris par exemple qu'il y avait 1500 transferts à l'hôpital par an de résidents en EHPAD, suivi d'un décès dans les quelques heures qui suivaient l'admission à l'hôpital. Voilà. Donc domicile personnel, domicile EHPAD. Comment améliorer les choses pour la mise en œuvre de ces droits à domicile? Merci. Caroline Fiat. Merci, Président. Pour revenir sur la loi Claes-Leonetti, dans quelle mesure vous pensez qu'elle répond aux attentes et aux besoins déjà des soignants, des accompagnants, donc vos bénévoles, et des familles? Ce sera ma première question. Et ensuite, quelles sont s'il y en a, les principales difficultés posées par le cadre législatif? Ça revient un petit peu à ce que disait mon collègue, mais juridique sur l'accompagnement de fin de vie dans le concret, c'est-à-dire quand on accompagne, la loi est-elle bien faite pour aller jusqu'au bout de l'accompagnement de la loi Claes-Leonetti? Merci. Alors, Madame Devaux, peut-être? Alors, je veux bien répondre sur comment aider.
Nous, dans notre fédération, nos associations sont prêtes à créer des tiers-lieux et à aider à tenir des tiers-lieux où on pourrait être partenaire avec, je ne sais pas, des médecins à la retraite bénévoles, des associations de malades, des accompagnants, dans lesquels on pourrait dire quels sont les droits aux personnes, quels sont leurs droits, comment ils peuvent accéder aux soins palliatifs. Et puis, pour ce qui concerne les accompagnements à domicile, la loi nous impose de signer des conventions avec les institutions dans lesquelles on intervient. Mais à domicile, s'il n'y a pas une hospitalisation à domicile ou s'il n'y a pas un réseau qui intervient, on ne peut pas signer une convention, on ne peut pas accompagner directement avec une famille ou avec un médecin de ville. Donc, il faudrait nous permettre de pouvoir signer des conventions avec les médecins de ville et avec les familles. Non, il faut quand même voir que l'accès aux soins palliatifs est parfaitement inégalitaire. Il y a 23 départements qui ne disposent pas de dispositif. Il y a une grande différence entre les villes et la ruralité. Il y a un éloignement des plus précaires, des soins en général et des soins palliatifs et des dispositifs qui est incroyable. Il faut quasiment, je pèse mon mot, c'est un petit peu trop, mais on peut dire dans certains cas c'est presque pistonné pour accéder au meilleur du meilleur dans les soins palliatifs. Ou tout au moins il faut avoir un réseau très, très dense. Donc nous, les associations, je pense qu'on constate à travers nos bénévoles sur le terrain, on le voit ce qui se passe. On veut soutenir cette dimension de l'accompagnement de la fin de vie, mais ça peut ne pas se faire avec simplement des bénévoles. Il nous faut des équipes soignantes, il faut une compréhension pour le citoyen des dispositifs médicaux mis en place. Or, cette jonction-là, on est prêt à expliquer, parce que ce n'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, tant qu'ils pensent à leur bonne santé, ça va. D'abord, ce sera plus tard. Quand ça tombe dessus, il faut s'en occuper. Et là, si vous avez un cancer et qu'on vous dit vous êtes on ne peut plus grand-chose pour vous, il faudra rentrer à la maison, et qu'un jour vous avez besoin de rentrer dans un dispositif de soins palliatifs, bien qu'il devrait exister au préalable, eh bien vous avez intérêt à connaître le système. Sinon, vous êtes avec votre chagrin, votre douleur, votre difficulté et votre méconnaissance du système. Alors nous, les associations, notre rôle, c'est pas simplement d'aller au chevet des patients, c'est maintenant de franchir, d'être des citoyens auprès des professionnels qui permettent de mettre ce lien. C'est ma conviction. Mais il faut évidemment qu'au préalable, on ait des équipes, des gens formés, des professionnels, et que ce soit une véritable volonté. Qu'on ait vraiment, enfin, envie d'appliquer ces lois, parce qu'elles ne sont pas appliquées. Voilà, c'est tout ce que ma maigre contribution. Je vais répondre à M. Martin peut-être sur la question du domicile. Je trouve qu'il y a une vraie difficulté sur le domicile, c'est qu'il pose un vrai problème de visibilité et de reconnaissance des accompagnants bénévoles, parce que plus qu'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de convention, j'en suis bien d'accord, il faut que ces bénévoles soient identifiés, qu'ils soient reconnus, et il faut qu'ils se coordonnent avec les autres intervenants qui vont venir à domicile. Et là, c'est extrêmement coûteux socialement, si je peux dire, ou sur le plan opérationnel. Chaque territoire est différent. Le domicile il est toujours à un endroit précis. Il y a autour des équipes de soins qui sont celles de proximité, etc., de l'hôpital à domicile, etc. Et les bénévoles du coin. À chaque fois, il faut veiller à ce que tous ces intervenants se connaissent, se respectent, c'est généralement l'esprit, mais se connaissent pour pouvoir intervenir de façon coordonnée et pertinente ensemble. Et c'est un truc qu'il faut reconstruire en permanence, parce que les gens changent, parce que voilà. On est dans plusieurs régions. Je peux témoigner qu'en Bretagne, par exemple, ça marche plutôt mieux qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Les soignants en Bretagne, les aides-soignants, les équipes d'accompagnement à domicile, les bénévoles, ils sont assez bons pour tisser ce travail collectif. Et voilà. Il y a d'autres régions où ça se passe moins bien. Et là, il y a des phénomènes. On est en pleine sociologie et économie française. La deuxième chose, c'est que le domicile, c'est extrêmement coûteux en ressources tout court. C'est pour ça qu'on a besoin de reconnaissance de cette fonction de bénévole et qu'il y en ait plus et qu'on en forme plus. Et c'est une réponse très claire à M. Martin.
Quand vous allez accompagner à domicile, si vous avez votre demi-journée de bénévolat, ben vous allez peut-être aller à un domicile, le temps d'y aller, le temps de revenir. Et à domicile, vous allez rencontrer le patient, mais vous allez rencontrer vraiment le proche du patient qui, sur le pas de la porte, va vous dire quelque part, moi aussi, j'ai besoin d'être écouté par rapport à la situation. Donc, vous avez rencontré un patient. Si vous êtes à l'hôpital, dans le cadre des conventions que nous avons, vous allez en rencontrer 3, 4, ça peut dépendre des jours, 5, si ça a été assez rapide. Ce rapport quantitatif, il est très dur pour nos associations. Faire plus de domiciles, nous sommes engagés à Jeanne-Mal depuis plusieurs années, eh bien, on ne progresse pas très vite, parce qu'il faut en plus des bénévoles, on va dire, un peu à mariner, parce que ce sont des situations souvent un peu exigeantes. Voilà. Je vais répondre à la question de qu'est-ce qui pourrait être fait ou qu'est-ce qui pourrait aider les pouvoirs publics à permettre que... J'ai envie de parler d'une initiative en cours dont une partie des protagonistes sont autour de la table. Nous sommes des associations d'accompagnement ensemble, réunies par notre souhait de travailler ensemble, en train d'essayer de voir si on pourrait inventer, mettre sur pied ce qu'on pourrait appeler un numéro d'appel ou une plateforme d'écoute qui permettrait, sur le champ de la fin de vie, d'être à l'écoute des Français et des Françaises, peut-être bien 24 heures sur 24, y compris pour ceux qui sont au territoire ultramarin, de façon à assurer une écoute téléphonique à distance ou une conversation par chat à distance avec des personnes isolées, peuvent être des patients, peuvent être des proches des patients. Voilà. Nous sommes en train d'essayer d'inventer ça en nous associant. Vous avez ici 2 fédérations importantes. Il y en a une plus petite et puis il y a des associations indépendantes. Et puis les petits frères des pauvres ne sont pas forcément très loin. C'est assez dur d'inventer ça parce qu'on est en fait en train d'inventer un service public, si je veux dire, qui n'était pas prévu par la loi initiale, qui est de dire, en plus de la présence des bénévoles dans l'accompagnement des soins palliatifs auprès des personnes, présence physique, on peut inventer une présence à distance qui correspond peut-être aussi à des modes de fonctionnement de notre société qui sont plus d'aujourd'hui. En fait, on se heurte à un problème de financement, ça nous coûte de l'argent, on voit que ça coûte de l'argent, et on se heurte à un problème de visibilité et de reconnaissance. Voilà. Il faut, pour qu'un projet comme ça aille, on a vraiment besoin que les pouvoirs publics y mettent un petit peu d'appui. Or, le 5e plan de développement des soins palliatifs, je ne vous apprendrai rien en disant qu'il a mis longtemps à sortir après le 4e plan, il n'est pas très riche là-dessus. Et il n'est même pas du tout à la hauteur. De ce point de vue-là, on n'a pas le sentiment aujourd'hui que c'est à travers des propositions de ce plan, notamment de son axe 1 qui est sur cette dimension, qu'il y a moyen d'aller assez vite. Voilà, c'est un exemple concret. On le fera, on réussira ou pas. Quelque part, les associations d'accompagnement sont en train de peut-être tenter de boucher une case qui était l'esprit des dernières lois, mais qui est de dire qu'il faut qu'il y ait une présence sociale, de solidarité, à travers de l'écoute de ceux qui sont dans la panade, parce que la mort rôde, que ce soit la leur ou que ce soit celle de leurs proches. On est en train d'essayer d'inventer quelque chose qui est de l'ordre d'un service public. On est pas mal placé pour le faire parce qu'on peut travailler ensemble, mais voilà, c'est dur à construire. Voilà. Quelques mots peut-être pour compléter. Je vais rebondir sur la question des bénévoles. Merci Monsieur Martin d'avoir de saluer le travail des bénévoles. J'ai le sentiment d'être face à des bénévoles qui sont alors sur les 15 000 des petits frères des pauvres, on a ceux qui sont sur l'accompagnement fin de vie, qui l'ont choisi, qui sont très accompagnés pour le faire, dont le processus, y compris de recrutement, correspond, vous connaissez ça par cœur, à des dispositions légales, et puis le bataillon de tous les autres. Quand je regarde le nombre de décès auxquels sont confrontées ces 2 populations, je m'aperçois qu'on est dans une logique de sous-accompagnement des bénévoles dits classiques, et qu'ils sont de moins en moins résilients, et notamment la pandémie de Covid a fait que pour certains d'entre eux, dans des équipes de bénévoles, ils ont été confrontés avec une sorte de terrible loi des séries, à des décès successifs très très rapprochés. Et moi je suis très très attentif à comment aujourd'hui on accompagne des bénévoles. C'est très très important, je pense, que dans des sociétés où on prône l'engagement, et il y a beaucoup de problématiques sociales qu'on ne résoudra que par du bénévolat, mais il faudra aussi l'accompagner. Et on mésestime aujourd'hui beaucoup ce travail-là. Il y a des mots qui commencent à apparaître
de burn-out militant, de burn-out émotionnel, y compris chez des bénévoles, des choses qui commencent à exister. Alors, ça peut paraître un peu loin de notre sujet. Je pense qu'il ne faut absolument pas le minorer, parce que, on est parfois face à des gens qui, voilà, pour tout un tas de raisons, soit surinvestissent une mission, soit sont pas forcément bien accompagnés pour pouvoir le faire. En tout cas, je pense qu'il y a des sujets d'avenir là-dessus. Sur le carcéral, encore une fois, nous, notre action est assez limitée, hein. La problématique, elle va se poser dans le carcéral, mais elle se pose dans tous les endroits de la vie qui sont concernés, c'est-à-dire partout, par la transition démographique et par le vieillissement de la population. Si vous prenez le handicap aujourd'hui, vous allez être face aux mêmes difficultés, c'est-à-dire des gens dont l'espérance de vie, et c'est heureux, grandit, et où, là où il y a 20 ans, vous n'aviez pas de question, y compris de retraite pour des gens qui avaient tel ou tel type de pathologie, aujourd'hui, il faut inventer l'après-ESAT, et ça, on voit bien qu'aujourd'hui, les solutions ne sont pas sur le tapis. Alors pour la prison, c'est peut-être encore plus compliqué qu'ailleurs. Des unités hospitalières sécurisées, il y en a. Je ne l'ai pas amené, mais on vous le fera parvenir dès cette semaine. Mais on a un bénévole qui est par ailleurs auteur dans une grande radio de service public qui est un accompagnement en fin de vie en unité sécurisée, qu'on a tiré une pièce de théâtre qu'on va monter certainement l'année prochaine. C'est l'un des textes les plus forts que j'ai lus ces dernières années sur ce qui peut se passer pour une population aussi particulière que ça, des détenus, dans ces moments qui sont pour tous très particuliers de la fin de vie. Donc je pense que là aussi, il y a une réflexion globale à avoir. Après, moi, je ne suis pas le spécialiste de la question, mais sur la loi Claes-Leonetti, l'information globale associée à ce que on dit les autres personnes sur le fait de pouvoir avoir des dispositifs qui permettent de faire d'être plus proche des personnes, notamment par les associations, me paraîtrait être à côté de la couverture et de la qualité des soins palliatifs, et notamment afin de permettre aux personnes âgées d'accéder aux soins palliatifs, parce que là, il y a une sorte de discrimination par l'âge également pour l'acceptation aux soins palliatifs, notamment quand on était résident d'un EHPAD. Je crois que là, il y a effectivement beaucoup à faire sur ces points-là. Alors, avant de donner la parole à nos collègues, Caroline Fiat veut reprendre une partie de sa question. Oui, merci. En fait, quand je demandais si le législatif était bien fait, c'est est-ce qu'il vous est arrivé, on va parler concret, d'accompagner une personne qui a rempli ses directives anticipées et que le médical prenne le dessus par rapport aux directives anticipées et que vous vous retrouvez dans une position où les directives ne peuvent pas être suivies parce que le législatif, le texte serait mal écrit et que ce soit la collégialité soignante qui prenne le dessus par rapport aux directives. Je peux tenter une réponse brève à votre question, madame, en disant peut-être. Je suis dans l'incapacité de vous répondre au nom des accompagnants de Jalmal pour deux raisons. La première, c'est que quand peut-être une situation comme ça a pu leur arriver à l'occasion de l'accompagnement d'une personne, ils n'en font pas forcément retour, puisque notre présence est une présence qui est une présence auprès de la personne. On partage un moment et un éclat de vie avec elle. On n'est pas là pour faire passer des messages retour, et nos associations ne collectent pas ces informations en retour. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Et voilà, oui, je peux peut-être dire ça. Donc, je ne réponds pas à votre question, mais je ne sais pas dire si la situation n'arrive jamais. Voilà. Nous n'avons pas de conseils à donner et nous sommes présents auprès des personnes. C'est l'énorme liberté que notre statut nous donne qui leur permet de dire à vous, je peux parler comme je ne parle pas aux autres, ou vous êtes le dernier auquel je parle. Mais nous n'avons pas de conseils à donner aux personnes quant à leur gestion de ce genre de choses. Voilà. Nous sommes de ce point de vue-là dans une position particulière. Nous sommes en creux pour pouvoir rencontrer ce que quelqu'un a à vivre, mais nous n'avons pas de blouse blanche et nous ne sommes pas en position de conseil.
Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose au sujet des directives anticipées, c'est qu'il y a un problème d'archivage des directives anticipées. Pour le cas où elles sont écrites par les personnes, une fois qu'elles sont écrites, où est-ce qu'on les met? Alors, il y a un dossier partagé à la CNAM auquel peu de personnes ont souscrit. Et quand la personne se retrouve en réanimation, même s'il a écrit des directives anticipées, est-ce qu'il les a remises à quelqu'un pour qu'il puisse les transmettre? Enfin, et puis après, il y a des... par exemple, moi, je suis représentant des usagers à l'hôpital européen Georges Pompidou. Ils ont un dossier partagé interne qui n'a pas de connexion avec celui de la sécurité sociale. Donc même si la personne a mis à la sécurité sociale ses directives anticipées, les médecins ne peuvent pas l'avoir s'ils ne leur ont pas été transmis. Donc voilà, on a quand même parfois des dysfonctionnements qui font que c'est difficilement applicable. Alors, je vais donner la parole à Thibault Bazin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme la séance a déjà reprise, je vous remercie. Madame et Messieurs les co-rapporteurs, Mesdames et Messieurs les chers collègues, moi je veux à mon tour vous remercier pour l'engagement de toutes vos équipes dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. J'ai plusieurs remarques, questions, réflexions à la suite de vos propos. La première est sémantique. Vous avez évoqué la question des directives anticipées. Lorsqu'on vous écoute, on se demande si on n'a pas des personnes en fin de vie qui ne sont pas malades et des personnes malades qui ne sont pas en fin de vie. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi un problème sémantique avec la notion de fin de vie, ce qui d'ailleurs peut poser une question quand on parle de sa fin de vie. Vous avez invité à parler de sa fin de vie. Est-ce que parler de sa fin de vie, c'est la même chose, la fin de vie en vieillesse, la fin de vie en cas de maladie, la fin de vie suite à un accident? Vous avez évoqué la question des territoires. Et donc, est-ce que l'approche sur la fin de vie, l'accompagnement, est appelé à être différent en fonction des territoires? Est-ce qu'il est appelé à être différent entre hôpital, EHPAD et domicile? Vous avez évoqué aussi que les soins palliatifs n'étaient pas que sur les derniers jours. Est-ce que vous pourriez nous préciser cette notion de délai, qui peut d'ailleurs nous faire réfléchir sur beaucoup de questions législatives, en parlant des objectifs qu'on avait pu fixer dans les dernières lois, notamment sur le déploiement des soins palliatifs. Il y avait des budgets, il y avait des objectifs. À vous entendre aussi, vous avez parlé de fermeture de lits. On a l'impression que c'est une variable d'ajustement, soit conjoncturelle l'été, soit structurelle. Et votre témoignage nous intéresse à ce sujet. Enfin, au-delà des soignants, finalement, vous illustrez par votre action que l'accompagnement des personnes en fin de vie n'est pas que médical. Alors, on le voit bien, il y a soulager la douleur, qui relève du médical, et vous avez aussi évoqué des personnes qui se sentent abandonnées, pour reprendre votre terme. Finalement, il y a la solitude avec un besoin d'écoute et de présence. Et est-ce qu'on ne doit pas tout attendre de l'État? Et quelle est la place de la société pour réussir un bel et beau accompagnement des fins de vie? Alors, qui veut prendre la parole? Ça vous laisse muet? J'avais une dernière blague, c'est que vous avez parlé des apéros de la mort, mais il y a quelque chose peut-être qu'il faut éviter, c'est le cocktail qui s'appelle cercueil, parce que c'est pas bon pour la santé. Je vais faire une réponse partielle. Il y a plusieurs sujets que vous avez abordés. Une réponse partielle à l'un d'entre eux qui est à propos de la question des territoires. Je ne pense pas de notre observation, mais je rappelle, nous sommes des accompagnants, nous ne sommes pas des soignants, on n'est pas dans les structures de soins. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des différences importantes dans les territoires entre Marseille et notre équipe à Lille ou notre équipe au Havre. Je ne vois pas de différence. Peut-être avec l'ultramarin, il y a peut-être des choses différentes. Et sur un cas très particulier, je peux dire que peut-être en Corse, on a pu avoir le fait de dire il n'y a pas besoin beaucoup d'accompagnants bénévoles parce que en Corse, les familles s'en occupent. C'est une petite différence, une petite nuance comme ça. Mais pour moi, et vu de l'angle des accompagnants, je ne vois pas de grande différence. En revanche, je pense qu'il y en a au sens non pas du territoire, mais entre l'hôpital et l'univers hospitalier, les unités de soins palliatifs, les unités curatives et les EHPAD, là oui. Dans les EHPAD, on rencontre la question
de la mort beaucoup plus tôt, parce que les gens ne sont pas à l'article de la mort quand ils rentrent dans l'EHPAD. Et nos accompagnements sont des accompagnements de relativement longue durée qui expliquent qu'on s'organise en équipe, c'est-à-dire plusieurs bénévoles vont rencontrer les résidents de l'EHPAD et ils vont se remplacer, parce qu'ils vont être là dans la longue durée. Ça peut être des mois, ça peut être des années. Et ce que ça confirme, c'est que le besoin d'être écouté, le besoin de pouvoir parler en dehors des aspects de soins, il est là depuis le début, même si la perspective de la mort est assez lointaine. De ce point de vue-là, ce n'est pas la même chose que ceux qui interviennent dans les unités de soins palliatifs et qui, quelquefois, voient 2 fois une personne et puis ne la reverront pas. De ce point de vue-là, je pense que c'est différent et sous le seul angle. Voilà. Et le domicile, c'est encore différent parce que le domicile, il faut aller faire quasiment 2 accompagnements à la fois. Je l'ai dit, voilà. Le patient et son proche, alors que dans l'univers hospitalier, on rencontre les proches un peu moins souvent, mais on les rencontre aussi. Voilà. Et à la marge, de temps en temps, nos bénévoles d'accompagnement sont aussi à l'écoute des équipes soignantes. Et on l'a bien vu pendant le Covid. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir? Oui, madame. Je voulais rebondir sur les fermetures de lits. En fait, les fermetures de lits, enfin, il faudrait demander les explications plus précises aux institutions, mais les soins palliatifs coûtent très cher parce qu'ils prennent du temps et on n'y fait pas d'actes. Et comme les rémunérations sont faites à la T2A, la rémunération à l'acte, eh ben on préfère soit fermer, soit faire des actes qui ne sont pas nécessaires pour avoir des financements du service. Oui, initialement, c'était les prix journée. Donc voilà, donc on finançait un lit sur une journée, une occupation, et ça garantissait au service, s'il y avait un taux d'occupation, un optimum par rapport à un personnel. Je crois que c'est en 2007 avec Madame Bachelot, je crois la loi territoire, je ne sais plus laquelle, on est passé à la tarification à l'acte, ce qui n'a pas de sens, puisque la philosophie des soins palliatifs, c'est éviter de remédicaliser, de remettre de la machine, mais de mettre de l'humain. Donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord pour dire que c'est plus cher. C'est plus cher en humain, mais c'est moins cher en machine. D'accord? Donc c'est un peu plus de personnel, un peu plus de disponibilité, un peu plus de temps auprès du patient. C'est accompagner quand on ne peut plus rien faire, quand la médecine ne peut plus rien faire, mais qu'il faut tout de même être vigilant sur la douleur et accompagner humainement la personne. C'est la philosophie. Et on voit bien que si on fait de la tarification à l'acte et on tente les équipes à vouloir ramener la personne 2 jours avant sa mort au scanner, il y en a une perte de cohérence. Et le fait que l'on prenne des gens de plus en plus tardivement, c'est-à-dire à la limite de la conscience, n'est plus dans l'esprit des soins palliatifs, des unités de soins palliatifs. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, qui fait qu'il y a une perte de valeur dont je pense que souffrent les soignants, mais il faudrait les interroger, mais dont souffrent très fortement nos bénévoles, qui fait que l'USP n'est plus le saint Graal pour le bénévole de l'accompagnement, mais un endroit qui est souvent frustrant parce que la relation au patient, elle est complètement dégradée. Et donc, c'est ce qu'on observe depuis une dizaine d'années et qui nous fait particulièrement réfléchir sur la prise en charge des patients actuellement. Mais on se paye quelquefois de mots. Et c'est... Oui, oui. C'est la réalité. Spontanée dans ce que vous venez de dire, d'exprimer, la relation bénévole dégradée en USP. C'est ça que j'ai entendu. On avait 31, comme avait dit Françoise, on avait 31 jours de présence. Donc c'est un médecin généraliste ou une équipe pluridisciplinaire qui évaluait l'expérience de vie de la personne. 31 jours, c'est un délai acceptable, bien que ce soit évidemment insondable. On ne peut pas dire quand est-ce qu'une personne va mourir, mais on peut l'apprécier médicalement. On pouvait accueillir des personnes dans des conditions très favorables. On permettre aux proches de venir, de dormir sur place, d'avoir une alimentation de qualité, des soins de confort, une prise en charge de la douleur. On imagine bien que quand actuellement on a 6 jours, hein, Françoise? 6 jours de durée moyenne de séjour. Durée moyenne de séjour? Ouais. En France, oui. Oui, en France. Non, en France. En France. Eh bien, ce sont des patients qui arrivent très fatigués.
Et donc, je dirais, le projet de prise en charge globale, tant de la souffrance que de la douleur, eh bien, on ne peut pas vraiment le mettre en place. Quand on dit 6 jours, ça veut dire qu'il y en a peut-être qui vont faire 7 jours, mais d'autres qui vont faire 2 jours, voire même mourir dans l'escalier. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est... Je pense que mon collègue de Jalmal on fait le même constat. Et donc, c'est des décisions qui sont quelquefois un petit peu... On ne se rend pas compte des conséquences. Et puis, à la fin, ben, ça fait quelque chose qui ne fonctionne plus. Voilà. Monsieur. Je fais un complément de réponse parce que je n'ai pas dit tout ce qui peut être utile de dire en réponse à votre question. Sur les territoires, je voudrais témoigner à travers l'expérience des associations Jalmal qu'il y a une forme d'inégalité sur les territoires qui existe aussi du côté des associations d'accompagnement. Je vais parler des nôtres, il y en a à peu près 80. Aujourd'hui, elles ont à peu près 30 ans, 25 ans. Il y a eu le grand mouvement de création il y a au début des années, avant les années 2000. Dans nos associations actuellement, il y en a qui vieillissent. Et celles qui vieillissent, je suis bien obligé de voir que parfois, c'est dans un département qui n'est pas non plus un des départements les plus riches économiquement, ou voilà, avec le meilleur équipement hospitalier autour. Et il y a une vraie faiblesse potentielle des associations d'accompagnement qui est d'avoir une démographie des bénévoles qui prend 1 an tous les ans et qui commence à être atteinte par la limite d'âge. Et il faut faire un vrai effort de recrutement de plus jeunes, un peu plus d'hommes si possible et des gens en activité si possible, mais c'est difficile pour eux de s'engager dans un bénévolat de ce type-là. Donc il y a une fragilité de notre côté aussi, parce qu'on est peut-être tous un mouvement qui a, en gros, il y a eu un grand coup d'accélération il y a 30 ans, vous avez dit les années de départ, 83, 84. Voilà, aujourd'hui nous sommes fragiles et la Fédération Jalmal a des associations qui ferment parce que l'équipe des responsables associatifs est usé. Voilà, ils sont trop vieux. Je veux dire, ils sont trop vieux, ils n'y arrivent plus, et il n'y a plus assez. Voilà, et on en a perdu 2-3 là quand même. Et c'est un vrai signe. Et c'est dans des départements où la situation n'est pas géniale. Voilà. Je voudrais juste dire, parce que vous avez évoqué aussi quelque part sur la charge de l'État ou la responsabilité de la société. Je prends l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une évolution des lois disant qu'une dépénalisation du suicide serait une bonne mesure pour la France aujourd'hui. En théorie, rien à y dire. Tout dépend de comment ça se passe dans les modalités pratiques, de comment on organise éventuellement ça. Et il y en a des modalités qui peuvent laisser les gens, j'allais dire quasiment tout seuls, se débrouiller avec leur envie de terminer leur vie plus vite. Je prends un énorme raccourci, modèle Oregon, où finalement, une fois que vous êtes dans les conditions d'être à peut-être 6 mois de votre fin de vie et qu'un médecin vous dit, je peux vous prescrire une pilule, vous pouvez la prendre, ne pas la prendre, et puis on laisse le citoyen oregonais gérer ça tout seul, ça n'intéresse plus la société. Ou on peut imaginer, dans un paysage français qui est vraiment plus encadré, que ça se passe dans les hôpitaux, que ça se passe avec de la présence de bénévoles, mais qui ne sont peut-être pas les bénévoles que nous sommes, etc. Autrement dit, c'est dans les conditions pratiques qu'il y a une réponse concrète à votre question, qui est quelle est la responsabilité de la société, éventuellement de l'État, et quelle est la charge que ça peut prendre. Et là, je dirais l'article 139 du CCNE, il est très bien, il dit quelque chose, mais il dit, et heureusement, que c'est au législateur éventuellement de prendre des dispositions concrètes et de les étudier. Et là, je veux dire, bon courage à votre commission et à tous les députés, parce que c'est dans le concret que toutes ces questions sont difficiles, véritablement difficiles. Voilà, c'était une réponse très particulière. Je dis un dernier mot sur la sémantique, parce qu'il est beaucoup plus grave que les mots que vous avez évoqués sur la fin de vie, mais je suis d'accord avec vous qu'il n'est pas facile, ce mot. Et il y en a d'autres qu'on a évacués et qui pourtant sont peut-être nécessaires dans le débat, qui est celui de l'agonie, qui est une réalité que, voilà, et c'est un mot qu'on n'emploie plus au passage. Il y en a un, pour le coup, sur lequel la Fédération Jalmal a véritablement une opinion extrêmement vive, qui est que aide active à mourir est une formulation qui n'éclaire pas le débat, qu'il s'agit de savoir vers quel type d'évolution de société, de loi il faudrait aller. Je rappelle les deux que j'ai dit au début, je ne vais pas me répéter, parce que aide active à mourir sont d'abord 3 mots, et ils cachent 2 choses très très différentes du point de vue philosophique, du point de vue de l'autonomie du sujet qui est derrière, qui est soit une voie de type euthanasie, soit une voie de type suicide assisté, et elles sont fondamentalement différentes du point de vue de l'autonomie du sujet, et on va dire des risques de dérive, le risque de dérive qu'une société élargisse les indications qui peuvent se permettre d'être euthanasiées
c'est difficile de penser que nous en serions pas victimes en France, et alors que le suicide assisté, sous cet angle-là, qui n'est pas une mesure que nous recommanderions parce qu'on pense qu'elle est très délicate à mettre concrètement en œuvre en termes de loi et en termes de droit ou de latitude, laisse une place au sujet qui peut jusqu'au bout décider ou non effectivement de porter atteinte à sa vie avant qu'elle ne dépérisse trop. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. Et du côté du conflit entre l'autonomie et la solidarité, nous, les bénévoles qui sont très près des personnes, on pense de ce point de vue-là que l'autonomie est une denrée trop délicate pour qu'on puisse assurer que toutes les personnes en fin de vie sont autonomes, par exemple. Parce que nous rencontrons des gens qui sont affaiblis. Et du coup, voilà. Mais je ne sais pas de combien de temps la Commission dispose, voilà, parce qu'on n'est plus directement sur l'évaluation de la loi Claes-Leonetti, je m'en excuse, mais... Pardon ? Je pense, vous avez raison, je pense que nous en avons pour toute notre vie sur ce sujet qui d'ailleurs est en travail depuis un certain temps. Oui, monsieur Venon. Merci. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le député, merci de poser la question des territoires. Je sais que vous êtes pressé, donc je vais juste aller droit au but. Vous posez la question d'avoir une approche différenciée selon les territoires. Nous, on avait mené une étude en 2019 qui n'était pas sur la question des soins palliatifs et de la fin de vie, mais qui était relative à la question de l'isolement social pour nous aller sur ce terrain cette question des territoires. Et on avait vu que la différenciation d'une région à une autre, comme vous l'avez souligné, faisait pas forcément sens. Par contre, avoir une approche différenciée en fonction de la typologie des territoires, elle fait vraiment sens, parce que les facteurs d'isolement social, mais qu'on va retrouver sur les thématiques qui sont celles de la fin de vie, sont vraiment distincts, que vous soyez dans la grande ruralité, dans la périurbanité ou en métropole. Voilà, ça, cette approche-là, elle peut éventuellement faire sens. Je parlais de la démographie médicale tout à l'heure. Vous retrouvez ce type de nécessité de distinguer les approches territoriales sur ces enjeux-là. Et sur la question des territoires, je voulais juste souligner à la représentation nationale un élément qui nous a interpellés. Le gouvernement s'est fixé des objectifs dans ses plans nationaux de développement des soins palliatifs, où il y a des critères qui sont mis de manière tout à fait légitime, où on a une approche en disant il faut tant de nombre de lits ou tant de places en soins palliatifs pour 100 000 habitants. On tient juste à souligner qu'il faut peut-être distinguer la composition des 100 000 habitants, parce que, caricaturé, mais 100 000 habitants dans un territoire très éloigné de l'urbanité et 100 000 habitants en métropole marseillaise, peut-être pas la même composition sociologique et d'âge, en termes de pyramide, qui peut valoir. Donc voilà, peut-être... des fois, l'approche jacobine, petite personne, je l'aime beaucoup, mais là, en l'occurrence, peut-être qu'il faut la réinterroger. Et juste pour compléter les propos de Boris et vous alerter sur cette question-là, les Petits Frères des Pauvres viennent d'ouvrir leurs premières antennes en Guadeloupe et en Martinique. La Martinique va devenir le département le plus vieux de France dans les 5 prochaines années. Donc c'est parce qu'on a souvent des biais cognitifs sur en Corse, les familles s'occuperaient mieux, etc. Enfin, je pense vraiment que là, sur les situations ultramarines, et notamment sur ces deux territoires-là, tant sur la question de l'organisation des soins que ces accompagnements-là, il y aura aussi de la part de l'État des dispositions particulières de rattrapage à construire. Alors, Laurent Pagnifous. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Mesdames, Messieurs, à mon tour de vous remercier pour votre présence ici et aussi pour tout le travail de vos bénévoles, bien sûr. Un travail absolument essentiel. Alors, j'avais deux questions assez courtes. La première, à vous, Monsieur Venon, sur la remarque que vous avez faite sur la complexité, finalement, de ces droits acquis par la loi Claes-Leonetti ou les lois qui ont précédé, la personne de confiance, les directives anticipées, la sédation profonde, écoute continue. Ce sont des choses finalement assez pointues, techniques, des notions qui sont parfois difficiles à appréhender. Et donc, on se pose la question de qui serait le plus à même dans toute notre organisation des soins ou dans les accompagnants de faire passer mieux le message de tous ces droits et faire en sorte que chacun puisse y avoir réellement accès, que ces droits deviennent effectifs. Et puisqu'on parle de difficulté à faire passer ce type de message par leur complexité, est-ce que finalement la meilleure personne, la personne la mieux placée pour faire passer ce message et le faire comprendre, le rendre intelligible,
et qu'on soit absolument certain que la personne rédige le fond de sa pensée, est-ce que ça n'est pas simplement le médecin traitant? Donc on a parlé du problème de formation qui semble assez évident depuis le temps qu'on fait ces auditions. Mais est-ce que le cœur du problème n'est pas là? Est-ce que le cœur de la solution n'est pas là aussi? C'est ma première question. La deuxième, à vous, Monsieur de Margerie, vous avez parlé de ce débat que nous avons dans la société, de ces deux sujets différents, mais on l'a dit et redit aussi au cours des auditions, que serait celui du suicide assisté ou celui de l'euthanasie. La distinction est parfaitement faite. Par contre, à votre première intervention, vous avez parlé de demande de suicide sans être malade. Alors je ne sais pas si c'était une... J'aimerais que vous précisiez votre pensée sur cette phrase. J'ai été interpellé par cette phrase. Sur le débat et le sujet de société sur l'aide active à mourir et les deux opportunités que ça ouvre et sur lesquelles il faudra être précis si demain nous étions amenés à légiférer sur ce dossier, ça c'est absolument clair. En revanche, sur l'affirmation demande de suicide sans être malade, ça n'est pas clair pour moi, si vous pouviez préciser. Voilà, je vous remercie. Sur la bonne porte d'entrée, oui, on pourrait avoir tendance à penser que le médecin généraliste, le médecin de famille est peut-être une des bonnes portes d'entrée. Mais Madame Desvaux, vous disiez tout à l'heure, dans votre premier propos, je crois, est-ce que les étudiants en médecine entendent parler de la mort aujourd'hui? Et après, sans esprit de polémique aucunement, mais combien de Français sont sans médecin traitant aujourd'hui? Ça a été ma contribution dans le mandat que j'ai fait au CESE. J'ai fait le premier rapport sur les déserts médicaux en 2017. Donc, c'est un sujet qui m'a occupé quelque temps. Et peut-être de manière un peu plus philosophique, est-ce que ce sujet de la réflexion autour de la fin de vie est un sujet médical? Je ne sais pas, je réponds par des questions, mais je me dis, est-ce que ce sujet-là doit être médicalisé ou pas? Je ne sais pas. Franchement, je pense que de toute façon, sur tous les sujets sur lesquels vous avez à travailler, on rentre dans des questions qui sont à la fois vertigineuses, complexes et très personnelles. Mais il me semble important, effectivement, qu'à un moment, si c'est le désir, le médecin peut avoir un rôle à jouer, mais il peut y avoir peut-être d'autres acteurs dans un écosystème qui peuvent aussi être mobilisés sur le sujet. Mais il y a effectivement quelque chose de naturel sur le médecin. Il faut peut-être le mettre à l'épreuve des faits et de la réalité aujourd'hui de la démographie médicale. Pardon. Juste en complément et pour répondre à la question posée par M. Lagnier, il y a près de 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. J'avais plus le chiffre. Des Français de plus de 17 ans. Et pour préciser ma pensée, monsieur le député, tout à l'heure, ou ma formulation pour être plus exact, en fait, la loi peut être complexe parce qu'elle a besoin d'être précise. Donc à partir du moment où on doit être précis, la complexité n'est pas une difficulté, voire au contraire, ça permet de préciser sa pensée. Ce que je mettais en cause tout à l'heure, c'était les formulaires, les modèles types qui sont là pour faciliter la vie des gens et qui, lorsqu'on les lit et qu'on n'est pas un spécialiste, peuvent plutôt être de nature à complexifier les questions qu'on peut se poser plutôt que d'amener à trouver des réponses. Voilà, c'est juste ce que je souhaitais attirer votre attention là-dessus. Si je peux, merci Monsieur le Président. En fait, je voulais insister sur le point notamment de la sédation profonde et continue, l'arrêt des traitements, etc., qui sont des notions malgré tout médicales. Et et c'est une vraie question que je pose. C'était pas du tout une affirmation. C'est étant donné la complexité de la notion de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, l'arrêt des traitements, les conséquences. C'était à ce titre, j'avais compris que le document pouvait peut-être être simplifié, mais alors je retourne la question. Le document peut-il être simplifié au regard de la complexité de la notion? Je pense qu'en tout cas, il gagnerait ne serait-ce qu'à être explicité. C'est-à-dire
qu'est-ce que c'est qu'une sédation profonde et continue? Moi, en lisant le document, je n'ai pas la réponse. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, ça gagnerait peut-être à avoir une petite annexe, un petit glossaire, un petit lexique, quelque chose comme ça. Oui, merci. Je ne suis pas sûre que les directives anticipées soient vraiment ce qu'il faut absolument écrire. Ce qui est important pour moi, c'est la discussion anticipée avec son médecin. Parce que de toute façon, la maladie évolue. Donc les directives anticipées qu'on a écrites à un moment, c'est peut-être plus dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ce qu'on va vouloir parce que la maladie a évolué de telle ou telle façon. Alors que si on a discuté avec son mari sur l'évolution, avec son mari, excusez-moi, il n'est pas médecin. Si on a discuté avec son médecin, on peut voir quelles sont les étapes qui risquent d'arriver et ce qu'on veut à tel ou tel moment plutôt qu'un autre. Mais je pense que la discussion anticipée est primordiale. Je pense que... Enfin, moi, je ne me battrai pas pour les directives anticipées. On le voit en pratique, les gens ne veulent pas les écrire. Il est difficile d'anticiper une situation qui, par nature, est hypothétique. Donc, c'est aussi, pour certains, si je l'écris, je me condamne, si jamais. Donc, c'est vraiment une mesure qui, bon, autant la personne de confiance, le témoin, celui qui est là quand vous n'êtes plus ou que vous êtes plus présent à vous-même. Mais la directive anticipée, j'ai jamais cru qu'elle pourrait... Enfin, moi, par exemple, comme directeur d'association, je ne les ai pas rédigées. Donc, c'est pas, pour moi, primordial. La personne de confiance est importante. Elle pose énormément de problèmes, et vous l'avez soulevé, monsieur le député. Ça pose énormément de problèmes, ces directives anticipées, dans sa technicité, dans sa façon de les rédiger. Qu'est-ce qu'on met? Est-ce que c'est médical, pas médical? Moi, je serais tenté de dire non. Pourquoi elle serait médicale? C'est une intention. Après, qu'est-ce que c'est? C'est supposé que le médecin, il va vous dire, que le généraliste, que dans 20 ans, vous aurez une sédation profonde et continue. Ça n'a pas de sens. En réalité, c'est un questionnement. Le questionnement, il est légitime. De dire que ça va être opposable à la loi, que ça va être ceci, cela, bon. Moi, franchement, j'y crois pas trop. Et je pense que les Français ne sont pas tellement dupes non plus. Les directives anticipées. Je fais un complément de réponse à la question que vous aviez adressée à Monsieur Lassigné, mais il me semble que je ne sais pas qui est le mieux placé pour faire passer ces droits. Je pense que les médecins sont sûrement pas mal placés. Je peux témoigner du fait que nos accompagnants sur le territoire vont souvent intervenir dans les écoles de formation des infirmiers, des aides-soignants. Et là, nous sommes les seuls à leur tenir ce genre de discours sur cet aspect-là des choses, qui n'est pas médical, qui n'est pas la machine médicale, mais qui est cet aspect humain. Et là, on comble modestement un tout petit trou, et je pense que ça dit que la direction serait d'en faire beaucoup plus de ce côté-là. Et l'autre chose, c'est que je pense que faire passer les droits, c'est en fait développer une culture commune entre les patients et leur famille, qui est quand même un acteur qui joue un rôle important, et les médecins. Je vous cite que j'ai entendu parler au Centre national des soins palliatifs d'une initiative sur laquelle ils travaillent, qui est d'inventer un jeu de cartes, encore un, mais vous allez voir, un jeu de cartes pour donner des images et permettre de vulgariser ce que sont les traitements, ce que, en gros, vous et moi, tant qu'on va bien, nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Et l'idée du Centre national derrière, c'est de dire, si on permet aux gens de se faire une meilleure idée, pas trop technique, et de ce que veulent dire les traitements qui pourraient être les leurs, ça leur permet de se mettre au bon niveau pour parler de l'arrêt des traitements qui est pertinent pour eux ou pas. Et ça, je trouve qu'elle nous renseigne sur le fait que c'est dans ce sens-là qu'il faut développer de la culture commune. Voilà. Si je tourne la page et je reviens sur l'autre question que vous posiez, j'ai peut-être mal formulé ce que je voulais dire. En tout cas, c'est peut-être pas exactement une demande de suicide sans être malade, mais c'est en revanche une démarche de mettre fin à sa vie sans être malade ou en étant encore en assez bonne santé. Ça, pour le coup, j'entends beaucoup de citoyens qui disent effectivement, quelque part, ma vie m'a déjà apporté l'essentiel de ce qu'elle pouvait m'apporter. Je commence à être un peu plus âgé. J'en ferai demain moins que ce que j'ai pu en vivre hier. Et je peux avoir un désir que ma vie s'arrête là avant qu'elle ne se dégrade et que je ne dépérisse. Voilà. Et cette démarche-là, qui est une démarche qui est complètement respectable,
elle se couple, me semble-t-il, dans le débat actuel la société me doit la solution, me doit, à moi, citoyen français, la solution qui permettra effectivement, j'allais dire, un suicide propre. Excusez-moi, les mots sont un peu crus, mais un suicide qui ne va pas être comme de se pendre ou de se défenestrer, qui sont des choses violentes, et violentes pour tout le monde. Voilà, et ça, c'est une vraie interrogation de dire, est-ce à la société de répondre à une disposition de ce genre-là pour des personnes, et là, je peux vraiment témoigner qu'il y en a qui envisagent une fin de vie avant que la maladie ne les attrape et ne les amène vers ça. Voilà. Je voulais juste dire ça. J'espère que je clarifie mon propos qui était peut-être maladroit. Alors, je donne la parole à Joël Mélin. Vous me rendre le micro. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment, merci, monsieur le président. Merci à tous également d'être venus et de tout ce que vous avez dit. C'était extrêmement riche. Je vais m'adresser à vous, monsieur de Margerie. Vous avez parlé de ces accompagnements, mais peut-être d'autres aussi en ont eu expérience, dans les EHPAD qui se font sur un temps long. Pouvez-vous, vous-même ou d'autres, témoigner d'EHPAD où il aurait été organisé, je n'en ai pas connaissance, c'est pour ça que je pose la question, des groupes de parole, c'est-à-dire non pas des entretiens singuliers, mais des entretiens de groupe où on évoquerait ce problème du bout du chemin pour des personnes ou malades ou atteintes ou pas forcément, qui ne sont simplement que des résidents. Et si ces groupes de parole ont été organisés, à quel moment les résidents qui y participent se sentent-ils concernés ? Puisqu'on voit que tant qu'on est loin du phénomène, on ne se sent pas concerné. Je me pose même la question, par rapport à la loi Leonetti, est-ce que c'est vraiment un besoin ? Il y a une offre avec la loi, mais est-ce qu'il y a en face la demande, entre guillemets, pour rester très cru dans les propos, et je n'aime pas cette façon de présenter, mais c'est un petit peu ça l'affaire. Y a-t-il, à un moment donné, des discussions communes, en dehors de relations personnelles entre les résidents ? Je vais faire une réponse courte parce que pour le même mécanisme, celui que j'ai dit tout à l'heure, bien que nous ayons pas mal d'associations qui sont effectivement dans plusieurs EHPAD sur leur territoire, cette information-là remonte peut-être par les bénévoles à l'association en disant à l'EHPAD machin, il y a effectivement un groupe de parole. Voilà. Mais au fond, je ne peux pas vous dire, on n'a pas d'image retour de ça. En revanche, ce que je peux assurer, c'est que je ne pense pas que les bénévoles Jeanne Malm qui accompagnent dans un EHPAD participent ou animent, voilà, parce que ça, je pense que ce ne serait pas dans les rôles qu'a priori, dans le cadre des conventions qu'on passe avec l'EHPAD, on demande aux bénévoles d'assurer ou en réponse à une demande de l'EHPAD. Donc, oui, peut-être. Je ne sais pas si... La question, elle est interpersonnelle avec le bénévole. La personne peut décider d'en parler au bénévole, et puis donc le bénévole est là pour accompagner cette demande du patient. Par contre, moi, je n'ai pas connaissance qu'il y ait une organisation quelconque. Enfin, nous ne l'organisons pas dans nos associations. Des ateliers où on peut faire du ludique, de vendre des foulards ou d'aller chez le coiffeur, je peux peut-être avoir ces moments-là aussi. Ouais, je ne serais pas sûr qu'ils seraient nombreux à venir. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient nombreux à venir. En revanche, voisin de ça, mais sur un mode mineur, je pense à des EHPAD à l'entrée où, lorsque les résidents entrent, assez rapidement après leur entrée, il y a une séance qui peut être collective, enfin petit groupe, où à l'aide du jeu de cartes de nouveau à vos souhaits, un des membres de l'EHPAD anime une séance avec plusieurs personnes et non pas en interpersonnel pour dire à l'aide de ce jeu, pouvons-nous réfléchir ensemble à ce qui, pour vous madame, pour vous monsieur, et voilà. Et elles sont très bien parce que les questions sont des questions concrètes qui concernent le sujet. Mais c'est à petite échelle. Mais ça pour le coup, je sais que ça existe.
D'abord, merci Madame la députée. C'était pas spécialement pour répondre à vos questions, je suis navré, c'est juste que dans peut-être les exemples de bonnes pratiques, parce que j'ai senti cette interrogation-là derrière votre question. Nous, on avait l'exemple, pour le coup, documenté, d'un EHPAD qui avait, avec une équipe des Petits Frères des Pauvres, mis en place un lit dédié aux soins palliatifs au sein de l'établissement, ce qui du coup a amené consécutivement, bien sûr, à avoir des interrogations, des discussions parmi les résidents, puisqu'à partir du moment où l'établissement lui-même a cette démarche, ça provoque forcément des questions. Et on pourra poser la question de savoir comment ça avait été accompagné auprès des résidents étant dans l'établissement quand ça avait été mis en place. Mais je pense qu'il y avait eu des démarches de cet ordre-là. Ça avait été mis en place de manière conjointement avec la SFAP, parce qu'on avait pris en charge le financement de professionnels de santé pour qu'ils soient plus spécialement sensibilisés à la question des soins palliatifs, vu qu'il y avait la mise en place d'un lit dédié à cette situation-là dans l'établissement concerné. Alors, bon, ça répond encore pas grande partie à votre question, mais je voulais vous en faire part. Je vous remercie, Madame et Messieurs, pour vos interventions, pour vos réponses, et j'associe évidemment mes collègues, et je m'associe à mes collègues pour saluer le travail plein d'humanité, de bienveillance de tous les bénévoles qui sont engagés dans vos associations. À travers vous, vous pouvez leur transmettre toute notre reconnaissance. Merci à vous.